Chères illustratrices et chers illustrateurs, bienvenue sur Illustration sans filtre. Je m'appelle Violette Suquet et j'ai réuni régulièrement mes copines illustratrices pour papoter le temps d'une visio, d'un sujet qui te tracasse et dont tu nous parles sur les réseaux sociaux. Ensemble, on te parle de nos joies et nos galères, en espérant te donner quelques clés, sans cacher tout ce qui fait le monde de l'illustration d'aujourd'hui et en te dévoilant tous nos coulisses. Alors, fais-toi un petit thé ou un petit café, emmitoufle-toi confortablement ou profites-en pour aller marcher, courir, balader ton chien, tes enfants ou faire un trajet en voiture, la vaisselle, je ne sais quoi. Bref, bienvenue sur Illustration sans filtre. Tu nous as... Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Voilà, salut. en fait, on est déjà en train de se parler, mais vous intégrez cette conversation un peu au pied levé. Tu voulais de l'authenticité, on en aura, voilà. Non, c'était parce que, écoute, à un moment donné, Violette va nous poser une question. Et en fait, je pensais que tu voulais une recommandation pour les professionnels. Et toi, tu nous proposais plutôt une recommandation qui donne envie d'illustrer. Et du coup, je me suis dit, mince, je sais pas si j'aurais une idée à ce moment-là, mais je vous écouterai avant de donner mon avis. Après, ça peut être une reco, sur toi, qu'est-ce que tu utilises en fait, simplement, parce que l'objectif, donc bienvenue sur Illustration sans filtre pour ceux qui débarquent là-dessus. L'idée, c'est de partager notre quotidien d'illustratrice et que vous trouviez des réponses à vos questions que vous posez souvent en fait et des informations. Nous, on vous partage un peu notre quotidien et nos expériences et l'objectif, c'est que on crée un échange. Donc évidemment, je vais le dire une fois puis je le redirai plus. Vous connaissez le principe, on pose des questions dans les commentaires. Il y en a même les vidéos, on s'abonne et tout ça, et on invite sa mère, ses cousins et toute la famille. Ça, c'est fait. Ouais, j'avais envie, moi, de commencer sur un petit tour de table. Comment allez-vous, mesdames ? Non, on n'a pas le droit de mentir. On est au lendemain des élections, ça va pas du tout. On peut commencer par ça, comme ça, on a craché la Valda et on se sent peut-être un peu plus légère d'avoir lâché ça. Non, c'est la grosse merde, on peut le dire direct. C'est pas fou, quoi. Ouais. On est sur une petite gueule de bois. Voilà. Ouais, même ressenti, ouais. Mais sans l'alcool. Peut-être qu'on aurait dû. Peut-être que ça aurait été plus supportable. Finalement. Non, mais au moins, moi, ça m'a permis ce matin de me poser la question pourquoi, qu'est-ce que je fais de ma vie et en quoi je peux être utile, tu vois. Et là, je me suis dit, je vais continuer à être une artiste pour faire popper des trucs dans la tête des gens, quoi. C'est pas mal ça, comme retournement positif. Comme on peut. Des paillettes, quoi. Allez. C'est cadeau. Non, c'est chouette, moi, je trouve. Ouais. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est quand même une petite gueule de bois sans alcool, et même encore, je pense que je préfère la gueule de bois avec alcool. Au moins, celle-là, je l'ai choisie, à peu près. Et quoique la gueule de bois, quand même... Non, mais puis en plus, c'est compliqué. On va en parler, je pense, mais on est tout un peu sur les réseaux sociaux. Et en fait, le problème... Moi, j'ai vu pas mal de choses ce matin qui arrivaient sur les réseaux. C'était beaucoup de gens qui disaient si vous votez à l'extrême droite, s'il vous plaît, désabonnez-vous, tout ça. Et en fait... Je suis profondément en désaccord avec ces encouragements-là parce qu'en fait, on ne peut pas s'adresser qu'à des gens qui sont d'accord avec nous. Et je trouve que ce genre de moments politiques ne font que renforcer un petit peu, vous savez, ces groupes de personnes qui restent ensemble, qui pensent foncièrement la même chose. Et en fait, on a l'impression que du coup, tout va bien, que tout le monde a bien évolué, tout ça. Et du coup, ce genre de soirée comme hier soir nous rappelle qu'en fait, c'est important d'ouvrir nos groupes et notre bonne parole, en tout cas nos valeurs et à travers nos livres, je l'espère, pour s'ouvrir justement aux gens qui sont du coup de bords politiques bien radicalement différents avec les nôtres. Et justement, moi j'ai envie d'encourager les gens à ne surtout pas encourager les personnes qui sont en désaccord avec eux de se désabonner, parce que c'est comme ça qu'on fait changer les esprits. C'est en plaçant sous les yeux des gens qui n'ont pas l'habitude de se confronter à ce système de valeurs, des nouvelles idées et la part du colibri, quoi.
Amen. Et surtout qu'ils sont venus sur nos profils absolument pas pour nos convictions politiques, parce qu'au final, c'est pas du tout nos sujets. Même si on parle d'intime et que l'intime est profondément politique, donc on en vient de toute façon à avoir quand même des valeurs très fortes. Mais à aucun moment, en fait, on parle de politique sur nos comptes. On parle juste de nos valeurs. Donc non, vous désabonnez pas en fait. Déjà parce qu'en fait, plus vous êtes nombreux, plus ça va peser dans le game des dossiers de soumission, et ça, on en parlera après. Parce que ça reste le sujet, normalement. Ça reste quand même le sujet. Mais t'as vu, je suis hop là, pirouette. mais restez, parce qu'en fait, même si on n'est pas d'accord, on a le droit de se parler, en fait. Enfin, et puis, je suis d'accord avec toi, l'entre-soi, c'est pas bon du tout non plus. Moi, je suis contre. Ouais, c'est désillusoire. Donc bon, si on mettait notre petite météo, petit nuage, quoi. Hein. Ouais, non, mais voilà. Mais du coup, sinon ça va. Ouais. Est-ce qu'on fait un tour de table de présentation pour... C'est vrai, tu as raison. Eh ben, vas-y, Sonia, ouvre la voie. Bon, et ben voilà, moi je suis illustratrice à 100% depuis peu parce que j'ai multicasquette. Je suis aussi dans la musique. Et donc, actuellement, sur le sujet du jour, je suis en train d'envoyer justement mon premier dossier pour mon premier projet BD, roman graphique adulte. Donc voilà, en plein dedans, en plein dans le stress de à qui j'envoie, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je mets toutes les chances de mon côté, et avec déjà des premiers retours. Super intéressant. Comme expérience. Ouais. Des retours en 10 jours, c'est pas mal. Ouais, c'est énorme. Parce que tu peux avoir ton silence radio, ton encéphalogramme plat pendant quand même plusieurs mois aussi. Ouais, au moins ça me cale, et puis ça me permet d'avancer dans les nouvelles soumissions aussi. Oui. Donc voilà. On en parlera tout à l'heure, mais c'est plus que positif d'avoir des retours, parce que pour en avoir discuté avec des éditrices, quand tu as un retour, c'est que déjà, les éditeurs, ça veut dire qu'en gros, ils croient en toi, que peut-être le projet n'est pas dans une forme qui actuellement leur convient, mais qu'en tout cas, ils veulent t'encourager à leur reproposer d'autres choses. Et c'est pour ça qu'ils vont prendre le temps de te répondre. C'est ça. Oui, et puis qu'on remette l'église au milieu du village, l'éditeur, c'est pas lui qui va te former à faire un bon dossier de soumission, c'est toi nous, toi qui regardes cette vidéo, vis-à-vis des éventuels retours que tu vas recevoir et des éventuelles informations que tu peux avoir, comme aujourd'hui ce qu'on va partager, qui va faire que tu vas aboutir à un dossier de soumission. Et après c'est une histoire de feeling, une histoire de personne, une histoire aussi de budget, une histoire de tendance. Il y a plein de choses qu'on maîtrise pas, mais donc quand tu as des retours comme ça, Sonia, c'est trop cool. Ouais, voilà, donc en tout cas en plein dans le sujet, et puis sinon voilà, je suis présente sur Insta, et c'est ma routine dessin quotidienne, voilà, de confronter mon art pour le faire évoluer. Au suivant. Gaëlle. Oui. Alors moi c'est Gaëlle, donc j'ai plusieurs casquettes comme Sonia, mais même un peu plus. Parce que je suis thérapeute, illustratrice, graphiste et enseignante. Et je fais de la médiation en établissement scolaire. Je fais des fresques. Et là, en ce moment, c'est plutôt les fresques qui prennent beaucoup de mon temps. Parce qu'elle est super douée, il faut le dire, quoi. Ouais, ça, c'est... Non, mais moi, je suis impressionnée. À ça. Elle m'a montré ses fresques, c'est juste incroyable. Donc... on n'est pas assez vanté sur les réseaux sociaux, Gaëlle. Non, c'est vrai, j'en parle pas beaucoup. Mais les réseaux sociaux, moi, j'ai pas mal lâché là ces derniers temps parce qu'en fait, je sentais beaucoup de pression, un peu à la recherche de l'abonné et en fait, ça me convient pas dans le sens où ça me correspond pas quoi. Je veux pas vivre pour les réseaux sociaux, donc. Je perds trop de temps en fait à essayer de communiquer, etc. Donc j'y vais quand ça me parle, quand j'ai envie d'y aller. Mais c'est vrai que là, depuis quelques temps, je cherche pas en fait à faire de l'abonné à tout prix. C'est un vrai sujet. C'est mon petit bonhomme de chemin. Je pense que ça sera un sujet aussi d'un épisode d'Illustration sans filtre, parce que alors les réseaux sociaux, c'est vraiment. Quand je vois qu'il y en a qui
qui sont vraiment profondément marqués et blessés en fait parce qu'ils perdent 10 abonnés, 100 abonnés, 1000 abonnés. Enfin, moi ça me voilà, c'est pas possible pour moi en fait. Alors déjà ça me parle pas parce qu'en fait j'ai pas autant d'abonnés, mais aussi parce que enfin voilà c'est pas mon objectif quoi. Ouais, c'est plutôt sain. Ok. Voilà, Merci voilà. Camille. Fanny? Eh bien, je suis Fanny Vella, je suis autrice et illustratrice de bande dessinée principalement. Actuellement, je suis en train de faire une couverture pour une commande. Donc, ça fait aussi partie de la palette de contrats que je peux honorer. Même si depuis quelques années, j'ai vraiment articulé mon travail principalement dans l'édition, à la fois en illustrant les textes d'autres personnes sur des albums jeunesse et en écrivant et illustrant mes propres bandes dessinées et autour de thématiques liées et ben du coup à des sujets de société. J'assume vraiment maintenant entièrement faire du contenu politique à travers mes livres parce qu'en fait c'est ça qui est magique, c'est qu'on peut écrire des histoires, bouleverser les récits et les imaginaires et puis ben dès les plus jeunes mains possibles entre lesquelles nos livres peuvent tomber, déjà contribuer à une sorte de petit bouleversement des sociétés. J'ai compris que notre métier était de cette importance-là. Et je pense que c'est à la fois un merveilleux cadeau et un très très gros fardeau aussi parce que parfois, il faut pas oublier qu'on travaille de chez nous, souvent toute seule derrière nos bureaux et que parfois ça prend des proportions qui nous dépassent un petit peu. Voilà, et le sujet du jour sur les dossiers, bon, c'est quelque chose auquel je me suis déjà maintes et maintes fois confrontée en améliorant et peaufinant mes dossiers. Donc, j'espère que mes conseils seront de bon augure. À toi, Violette. Oui, merci Fanny. Moi, je suis Violette Suquet, je suis autrice et illustratrice aussi, d'abord de guide santé et maintenant de BD reportage ou roman graphique, parce que on est sur le format du roman graphique, mais vraiment très spécifié sur de la BD reportage, parce que pour l'instant, je travaille systématiquement à base de témoignages réels et d'interviews d'experts. Donc là, on parlera peut-être de nos actus aussi, de nos sorties récentes. Du coup, je vais enchaîner là-dessus. Moi, j'ai sorti en début d'année Endo Girls, qui est ouais, à l'envers, c'est chouette. Un roman graphique sur l'endométriose à base de témoignages de femmes et d'interviews d'experts. Et je démarre un deuxième projet, un deuxième roman graphique. Là, j'ai signé mon contrat avant-hier. Du coup, c'est sur le sujet du dossier de soumission. Je trouve ça vachement intéressant parce que on pose beaucoup la question et du coup moi j'en ai fait beaucoup aussi, donc je pense que vraiment j'ai commencé à voir un peu les attentes, donc moi j'ai hâte de voir un peu votre avis et qu'est-ce que vous pensez un peu des impératifs. Est-ce que vous avez une petite comment dire actu à balancer un peu comme j'ai pu faire sur Endo Girls, parce que c'est aussi cet espace-là qui est fait pour ça, donc balancez. Non. Moi, j'ai deux, trois choses qui sont sorties début d'année. J'ai ma dernière en date, c'est une réédition d'une BD que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelle Le Seuil et qui est une BD donc sur une fiction basée sur la thématique des violences conjugales, mais au sein d'un jeune couple de vingtenaires. Et, euh, et donc voilà, très très fière. Un projet qui a été du coup soutenu par Nous Toutes, le collectif Nous Toutes national. Et sinon, j'ai illustré un livre jeunesse qui parle, dont le titre est Pourquoi papy ne fait pas la vaisselle. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de trop raconter de quoi il retourne. Pour les toutes petites mains, et c'est contrairement à ce que peut laisser présager le titre, il s'agit pas de braquer les jeunes contre leurs aînés, leurs aïeux, mais plutôt du coup de trouver des circonstances atténuantes à ces générations très patriarcales sur comment ils ont été éduqués et qu'est-ce qui fait que on poussait les hommes à être plus dans la force, moins dans la sensibilité, et les femmes à être vraiment très cloîtrées chez elles autour des tâches domestiques. Et Sonia, on peut faire un parallèle directement avec tes projets aussi de maman tournée un petit peu vers du coup l'éducation de leurs enfants et un petit peu solo souvent.
Et voilà. Et sinon, j'ai participé à une BD collaborative autour de l'écologie qui s'appelle Petits gestes et grandes actions. Et la BD d'avant qui est sortie l'été dernier, et j'en parle juste parce que je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Coquelicot et ça parle de rapport au corps, de somatisation et de comment on reprend confiance en nous à travers plutôt une écoute enfin de notre corps. Gaëlle, ça touche plus à tes accompagnements et tout ça, mais voilà, donc le corps qui somatise, c'est un corps qui a des messages à nous envoyer et quand on se met à son écoute, et ça nous permet de comprendre ce qu'on a vécu plus jeune et puis parfois de ne pas passer nos boulets au pied de nos enfants, voilà. J'aime bien le livre que j'ai fait, donc je peux en parler. Ouais, on est tous fiers des livres qu'on fait, c'est clair. Mais on remarquera quand même la grosse productivité de Fanny. C'est un peu trop la classe. Mais ça me fait penser à ça. Là, ça me remonte genre comme ça, mais alors comme un boulet de canon. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à balancer vos boulets de canon parce qu'effectivement, on a fait un tout petit sommaire de ce qu'on va se dire, mais on peut très bien en sortir. Moi, mon grand-père, à chaque fin de repas, il se levait en fait de table et il disait bon. Moi je vais chercher le courrier. Et il se barrait et donc il foutait rien. Il y a toujours du courrier, même le dimanche. Il y a toujours du courrier, même le dimanche. Et c'est toujours à ce moment-là que ça. Et en fait, nous, ça nous faisait trop marrer parce que il donnait cette excuse-là, mais on avait tous grillé que c'était parce qu'il voulait pas débarrasser, quoi. Bref. Il y a celui aussi, je vais aux toilettes. Fin de table. Ouais, genre. Mais c'est quand même que ça serait pire s'ils assumaient pleinement en allant juste s'asseoir. Là, ils essayaient de dissimuler. Ça veut dire que, mine de rien, ils sentaient quand même qu'il fallait disparaître pour pas avoir trop honte, quoi. C'est clair. Est-ce que vous avez une actu d'autres à dire, Sonia et Yael ? Non, moi, il y a des projets futurs, mais voilà, on est de toute façon dans les thématiques de société. Donc oui, j'ai un projet de roman graphique qui parle des mamans solo, et je dis maman et pas papa solo parce que c'est aussi le sujet de fond. Voilà, les inégalités que vivent les femmes après la séparation et ce qui en découle sur la vie de la famille, et quel soutien elles peuvent trouver parce que voilà, elles partent pas sur un pied d'égalité après une séparation dans la grande majorité des cas. Et donc ça, c'est le thème. Et sinon, j'ai un autre projet aussi, mais ça sera pour 2025 si tout va bien, de spectacle dessiné en live avec un collègue musicien sur la thématique des violences conjugales. Voilà. Mais vu de la part de la personne qui agresse, c'est pas de la victime. Pas banal. Hein. Donc, prisme très, très intéressant, très délicat à traiter, mais en tout cas, la création de ce spectacle-là, il est passionnant rien que dans la discussion avec mon collègue masculin qui lui-même fait un énorme chemin aussi au fur et à mesure de l'écriture. Et en fait, rien que le travail d'écriture est waouh, on va tellement loin, c'est génial. Donc, hâte de voir ce projet se concrétiser. Ouais. C'est trop bien. Et du coup, il sera joué où ? Pour l'instant, t'as déjà commencé à booker les dates ou alors on commence à en parler. Alors, ça va rayonner déjà surtout sur notre réseau Bretagne et Normandie parce que c'est là qu'on est situé. Okay. Donc, déjà sur tous les réseaux qu'on connaît en tant que nous musiciens et avec les salles et puis les réseaux à thématique. Donc, on sait qu'on sera blindé, je pense, autour du mois de mars. Mais non, on va d'abord faire un appel à résidence pour avoir un temps de création et puis et après plus loin s'il faut. Mais je pense que déjà sur la région, sur la région de l'Ouest, on aura beaucoup à faire au début. Ouais, okay. Bien sûr. Trop bien, trop cool. Voilà. Ok, si ça vous va, je voudrais juste switcher sur une petite reco qui donne envie d'illustrer. Si vous avez eu le temps de réfléchir, parce que je vous ai un peu balancé ça, genre « Ah, j'ai une super idée !» Ce serait trop cool qu'on leur donne nos recos qu'on utilise, nous, dans notre quotidien. Mais je sais pas si vous avez réussi à trouver quelque chose qui vous semblait pertinent par rapport à ça. J'avais pas vu la question. Est-ce que tu peux nous orienter, Violette, avec toi, ce que tu as choisi ?
Eh ben moi, j'ai découvert il y a pas longtemps Just Sketch. C'est un site où en fait tu peux faire des simulations 3D, des positions des modèles. Ouais, c'est oufissime. Je vois que tu vois. Ah, c'est dingue. Non, c'est que je voulais vous redemander la référence, donc c'est très bien. Eh ben Merci, c'est Just Sketch et t'as vraiment toute une partie gratuite qui est vraiment très cool et donc en fait tu peux positionner tout un mannequin en 3D en bougeant toutes ses articulations, même celles des doigts, donc c'est vraiment ouf pour ceux qui dessinent les mains et qui savent comme c'est relou. Parlons pas des pieds. C'est vraiment très bien et moi j'aime beaucoup ce truc-là, donc je me suis dit tiens, comme je l'ai découvert il y a pas longtemps, peut-être que d'autres le découvriront via cet enregistrement. Donc voilà. Trop bien. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Ah bah moi j'en ai une de recommandation. Allez, balance. C'est qu'en fait j'ai assisté à une conférence pendant que le festival BD d'Angoulême de cette année et une autrice disait qu'en gros elle avait très peu de personnages dans sa BD et elle avait un personnage qui n'en était pas vraiment un, qui était une villa. Et en fait, elle cherchait un endroit très spécifique parce que c'est une BD futuriste. Et du coup, elle a fait toute sa maison. Donc la villa, vous avez entendu le truc de la villa et tout ça, sur les Sims. Et en fait, C'est vraiment une bonne idée. mais oui, Ouais, et c'est du malin. coup, elle avait tous ses plans. C'est-à-dire qu'en plus, sur les Sims, je vais pas présenter les Sims, tout le monde connaît les Sims. Tu peux Ouais. mettre ta maison dans tous les sens. Tu peux faire des Ouais. plans en plongée, contre-plongée, etc. Et je me suis dit que c'était une bonne recommandation parce que j'y ai pensé il y a longtemps. J'y ai pensé il y a 2 secondes. Non, je trouve que c'est une bonne recommandation parce que quand on démarre, on a beaucoup de scrupules à copier ou à décalquer. Et qu'en fait, quand on a des histoires à raconter et qu'elles nécessitent parfois un contexte géographique ou des formes de bâtiments particulières, mais qu'on ne sait pas forcément dessiner ça serait dommage de s'en passer et de perdre un peu dans la compréhension du contexte dans lequel se trouvent nos personnages. Et donc, on peut assumer parfois d'avoir besoin de se servir de références. Donc, on peut se prendre en photo soi, on peut prendre en photo Oui. des environnements. Et moi, pendant longtemps, j'avais trop honte. Je me disais, je peux pas. Donc, je savais pas bien dessiner les voitures, je savais pas bien dessiner les rues. Et j'avais trop honte parce que je voyais les autres qui faisaient ça super bien. Où je me disais, mais c'est si beau qu'on dirait presque que c'est décalqué. Jusqu'à ce qu'ils m'avouent qu'effectivement, il est décalqué. Donc, je me suis dit, OK, il y a des choses qu'on peut assumer. Après, c'est autant faire les photos soi-même. On peut faire des Oui. assemblages et tout pour que ça reste de la création pure. Mais voilà, je trouve que c'est important, surtout si on est vu et écouté par des personnes qui débutent, de pouvoir dire que oui, on a le droit et si ça apporte un niveau de compréhension supérieur à votre histoire ou à votre illustration, pourquoi s'en passer tant que vous ne volez le travail de personne. Voilà. Mais c'est ça. Ah oui, c'est clair. Enfin, oui, faut pas être puriste dans les moyens mis en œuvre pour arriver au bout de son histoire. Je pense que vraiment, si on doit s'inspirer de photos, on peut pas. En fait, moi perso, je peux pas tout bien dessiner, quoi. Enfin, j'ai pas encore assez d'une vie pour y arriver. Et principalement les décors, c'est très compliqué. Donc, ce qui est plutôt cool parce que je fais quand même des histoires qui sont tournées autour des personnages. Donc, je travaille beaucoup mes personnages, les attitudes, les expressions, et ça, j'aime vraiment ça, mais j'ai une grosse faiblesse sur les décors. Et je m'arrange toujours pour qu'on devine à peu près où ils sont, mais sans sont trop détaillés de ouf. Et donc, effectivement, c'est hyper important de s'inspirer du réel et d'aller chercher des références, sinon c'est hyper compliqué. Complètement. Et même d'aller jusqu'à décalquer, bon, ça me pose pas de problème non plus. L'essentiel, c'est que ça serve l'histoire, quoi. Ouais, moi je dirais peut-être un petit reco de pas hésiter aussi quand tu fais une petite pause de se mettre avec un petit carnet, un crayon et ou même un stylo. En fait, on s'en fout du support et de dessiner juste ce qu'on a sous les mains, sous les yeux, une tasse de thé, une souris d'ordi, un téléphone. Parce qu'en fait tout ça, ça va quand même, ça va venir exercer l'œil aussi à voir et moi, enfin, je vois dans mes élèves, alors je leur apprends pas à faire du dessin pour en parler, mais justement plutôt à affirmer leur parti pris et leur tracé en fait. Et on s'en fiche que ce soit exactement ce qu'on voit ou pas. C'est juste que est-ce que ça ressemble à est-ce que quand tu le regardes ton dessin on dirait une souris ou est-ce qu'on dirait je sais pas moi une chaussure. Enfin tu vois c'est
Voilà, c'est juste pour exercer son trait et en fait c'est ça, même si c'est pas proportionnel, même si c'est pas voilà, c'est juste pour exercer son œil et sa main à travailler ensemble et surtout à assumer aussi son trait qui est pas forcément qui peut ne pas être parfait, qui peut ne pas être assuré. Moi je sais que souvent ça choque les gens en fait quand je leur dis que je fais plusieurs calques de dessin. Comme si en fait notre dessin final c'était le premier jet, mais pas du tout en fait. Juste les premiers dessins c'est du gribouillage quoi. C'est dégueulasse, c'est des bonhommes bâtons. C'est des bonhommes bâtons, ouais. Voilà. Là tout à l'heure j'étais en médiation ce matin dans un collège et en fait on travaillait sur le grand, le petit et du coup, je leur montrais donc une très très grande feuille et avec un tout petit bonhomme. Et en fait, je leur ai fait un petit bonhomme bâton. Et du coup, ils ont rigolé parce que je me suis présentée comme étant illustratrice. Et en fait, ils m'ont dit, ah ouais, quand même le niveau. Ouais, mais en fait, là, j'ai pas 3 heures à vous faire un petit bonhomme, quoi. C'est. Non, mais c'est clair. Et puis, il faut démystifier aussi un peu le style. Il faut démystifier un peu la perfection. En fait, il y a un moment, si on cherche la perfection, on fera jamais rien. Donc, je pense que la meilleure boussole, selon moi, c'est le plaisir qu'on met à dessiner et à raconter une histoire. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, le style, c'est comme les goûts et les couleurs. Ça plaît pas. Oui, et puis en plus, là, on est vraiment plutôt autrice d'histoire. Enfin, on raconte des histoires en dessin. Et du coup, on n'est pas là en tant que illustratrice vraiment de création purement esthétique où on va partager un peu nos tips de comment adapter la technique, les couleurs, etc. On va plus être là pour parler en fait de comment tu réussis à raconter une histoire. Et franchement, les meilleures histoires que j'ai lues, c'était pas forcément les plus belles. Et d'ailleurs, moi, j'adore quand les artistes ils s'émancipent un peu des codes de perfection, de perspective, etc. Et qu'en fait, j'ai une BD qui est vraiment, mais oh là là, j'étais jury en fait d'un prix l'année dernière et du coup, ça faisait partie des BD qu'on devait lire. Et on se retrouvait après en tant que jury pour élire la BD qu'on avait préférée. Et tous, quand on a vu celle-là arriver, on était dégoûtés. Vraiment, on l'a trouvée graphiquement illisible. Enfin, vraiment, on dirait que c'est que des croquis qui ont été faits et qui ont été scannés et hop, c'est la BD finale. Sauf que l'histoire était tellement bien écrite qu'en fait, à la fin, t'oublies que les personnages, c'est juste des petites hachures un peu mal faites. Et on s'est dit, ça, c'est vraiment un vrai tour de force, c'est que de la même façon que tu arrives après à lire des BD où c'est des bonhommes bâtons, et qu'en fait, ton esprit, il se substitue au dessin et que t'as les personnages, il y a une BD qui est sortie. Ah, finalement, je suis nulle pour les noms. C'était des formes géométriques. Ouais, super. Bon vocabulaire, Fanny. Des formes géométriques. Et en fait, mais l'histoire, tu la suis. C'est-à-dire que tu as un personnage. Oui, je vois la cassette. Je vois. Oui. Elle a eu un prix Angoulême, d'ailleurs, je crois. Oui. Ouais, je vois ce que c'est. Oui, moi, ça m'a fait penser aux blagues. Je me suis dit, ça, c'est quelqu'un de la génération des blagues du Mexicain. Tu sais, où tu fais un rond et un truc et tu dis, c'est quoi? C'est des Mexicains sur un vélo. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est une BD, on dirait une BD de graphiste, en fait, qui fait vraiment, tu vois des choses du dessus. Mais en effet, quand tu t'embarques dans l'histoire, mais totalement. Ça fait le job. Ouais, c'est clair. Ça fait le job. Donc, on démystifie un peu l'éloge de la perfection et du style. Ouais. On fera une vidéo là-dessus après. Moi, j'ai ma petite reco, parce que en fait, je me rends compte qu'elle était derrière moi dans l'étagère. Dessin, qui est en fait ce livre-là de Lorenzo. Voir capter dessiné avec Lorenzo. En fait, il fait de la BD. Ouais. Stransky, un peu pin-up. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc là, c'est en noir et blanc. Donc, tu travailles beaucoup les contrastes et tout. Et il y a en fait, à chaque page, tu changes de thématique. En fait, c'est un peu une bible de... En effet, si moi, je dessine beaucoup les dessins et tout d'un coup, je dois faire une plante et j'en ai marre de faire toujours la même plante, j'ouvre et j'ai des pistes pour développer les plantes, pour développer la pierre, les matières. Ah, génial! Et en fait, là, c'est la lave, donc tous les matériaux, la lave, le liquide, là, c'est plutôt les véhicules. Là, ça va être les fils, les câbles, ou alors les têtes de monstres, les têtes d'oiseaux, les animaux. C'est une grosse bible avec une page très synthétique.
Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, je l'avais acheté vite fait pour moi et finalement, mes enfants s'en sont emparés. Et du coup, ma pratique professionnelle, je peux la mélanger avec la vie de famille parce que mes enfants récemment m'ont dit est-ce que ce serait pas sympa, parce que c'est un jeu qu'on avait déjà lancé plusieurs fois, si une fois par semaine, on choisit une page et puis on s'entraîne à faire. Génial! On a fait une liste de tout ce qu'on avait envie de travailler en dessin. C'est trop Et bien. la semaine dernière, c'était moi, j'ai envie de travailler les arbres. Et comme ça, je fais ça avec eux. On part là-dessus, sur les pistes où il dit de manière générale, géométriquement, ça fait un arbre, ça peut faire ça. Après, tu vas comme ça, clac, clac, clac. Et une fois que tu as compris le principe, c'est toi qui composes. Trop bien. C'est de voir, capter, dessiner de Lorenzo. Ok. Voilà, tout simplement. Édition Erol. Chez Erol Édition. Ok, ça marche. Non, et que je le mette en description ensuite. Ouais, c'est une base, mais finalement, je vois vu le graphisme que c'est aussi, les enfants prennent plaisir à réussir j'ai réussi à faire un robot et tout, parce qu'ils détaillent Ouais. comment ça marche et après, c'est toi qui composes. Et, c'est trop bien, ils sont capables de faire ça, quoi. Ouais. Je bosse un peu mon dessin sur les mercredis ou les samedis, quoi. Mais trop bien. trop chouette. Si vous cherchez des idées pour occuper vos mercredis, n'hésitez pas à aller sur le compte de Sonia Huguet. Vie de famille et vie d'artiste. Ouais, c'est ça. Allez, on rentre dans le cœur du sujet, si ça vous va. Pourquoi, selon vous, c'est important d'avoir un bon dossier de soumission bien préparé? Pourquoi est-ce que, selon vous, c'est crucial? Est-ce que vous pensez que si on envoie un dossier un peu au petit bonheur la chance, on se tire une balle dans le pied? Ah oui. Moi, je pense pas, en fait. Ah bon? Est-ce que c'est une balle qu'on se tire dans le pied ou est-ce que c'est juste un plouf dans l'eau, quoi? Ouais, c'est un plouf dans l'eau, je pense, mais c'est pas une balle dans le pied. Je pense que tu peux renvoyer un dossier derrière. C'est ça que je voulais dire. C'est pas parce que tu envoies un dossier que t'as pas abouti, alors, ou pour diverses raisons, hein, dans le sens où est-ce que c'est parce que t'as manqué de temps, ou alors c'est parce que t'as manqué de connaissances et que tu savais pas que dans ce dossier de soumission il fallait un pitch, une prémisse, une promesse, des problèmes, un lecteur idéal, un synopsis, une note d'intention, enfin voilà, toutes ces étapes-là dont on va développer un petit peu après. Je pense que c'est pas grave en fait si tu te plantes au départ. Et que tu pourras toujours renvoyer un dossier, tu pourras toujours peaufiner un dossier et le renvoyer. Totalement. Mais après, je pense que c'est autant avoir les bonnes infos rapidement parce qu'en fait, ton dossier, on peut un éditeur pourrait flasher sur l'idée que t'as, ou il pourrait connaître déjà ton travail et dire j'ai vraiment envie de bosser avec cette personne et j'aime bien son dessin et tout, mais là par contre je flash pas sur le projet, etc. Par contre, on a quand même besoin d'avoir déjà les infos nécessaires sur un dossier pour être sûr que le projet soit lu. Parce qu'en fait, parfois, juste s'il manque des choses capitales à un dossier, en fait, ils lisent pas tout déjà, les éditeurs. Donc, bon, il faut les bonnes adresses et tout ça, mais c'est surtout qu'il y a des codes à respecter, de choses à mettre dans le dossier. Si elles apparaissent pas, je pense que de base, ils prennent même pas la peine de répondre. Donc, toi, tu vas peut-être juste te dire, peut-être que mon dossier était suffisant, mais ça leur a pas plu, alors que juste, ça se trouve, ton dossier répondait pas aux attentes. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'il soit suffisamment bon, ou en tout cas qu'il réponde ce qui est attendu, pour au moins te permettre d'avoir une réponse qui peut ou te permettre de peaufiner ton dossier, ou te rendre compte permettre que d'être ton édité. idée, oui, complètement. Dans le meilleur des cas, quoi. Ouais, non, mais carrément. Du coup, c'était tout ça pour dire, c'est pas parce que vous avez envoyé un premier dossier et que vous n'avez jamais eu de réponse qu'il faut s'arrêter là. Ça, c'était un peu, j'ai envie de faire un peu ce truc-là, genre, ah, mais c'est bon, j'ai jamais eu de réponse, je ferai jamais de livre de ma vie. Enfin, voilà. Bon, après, ça dépend vraiment de la pugnacité dont vous faites preuve, mais ça, c'est très personnel. Mais après, surtout, là, je sais pas quoi. C'était un peu mon premier encouragement, mon premier message. J'avais marqué étape pour montrer un bon dossier de soumission. La première étape, rechercher et cibler les bonnes maisons d'édition. Je vous vois toutes hocher de la tête. Vous avez des expériences peut-être? On a un tableur en fonction du projet que tu as, tu vois. Moi, je sais que j'ai un tableau où je suis retournée, même si je connais les maisons d'édition, même si il y en a que j'avais été voir en festival, avant de leur envoyer mon dossier par mail, je suis retournée sur leur site et j'ai refait
est-ce que ils ont déjà édité quelque chose dans ou la thématique ou l'esthétique de ce que je vais présenter. Et je me refais en fait un mémo dans mon tableau, genre telle maison d'édition, à quelle date je vais lui envoyer, à quelle date j'enverrai un rappel, etc. Et au fond, j'ai une case avec les quelques références qui se rapprochent de moi, du projet que je vais leur présenter. Quoi. De la maison d'édition à laquelle tu écris. Donc vraiment, chaque courrier est hyper personnalisé. Ou de personnaliser mon mail avec une phrase qui fait référence à leur catalogue que j'ai, parce que c'est quand même important aussi qu'ils sachent que t'as pas fait. On sait bien d'envoyer. Et alors du coup, ma question, c'est stratégiquement parlant, je me mets à la place du novice. Ouais. Pourquoi est-ce que tu leur dis mais regardez, je vous propose ce livre-là parce qu'en fait, dans votre catalogue, vous avez déjà un livre qui est similaire. Alors, je cherche pas forcément un similaire, mais par exemple, si sur les mamans solo, s'il y a quelqu'un qui a fait il y a 6 mois exactement cette thématique, je me dis là, non, c'est pas ça que je vais rechercher. C'est plutôt de me dire, ok, ils traitent de sujets de société. Ils ont des romans graphiques parce qu'il y en a qui sont pas trop romans graphiques, donc potentiellement ils vont se lancer là-dessus. Ils défendent des thématiques sur la place des femmes, etc. Où ils ont des BD engagés. C'est plutôt à ce niveau-là que je cherche du lien. Ok, ouais, du coup tu coches les cases valeur, format, mais pas de thématique en soi, quoi, mais valeur, format. Quoi. Pas forcément le même thème que le mien. Ou alors si c'est le même thème, moi faut que j'apporte quelque chose en plus. Une autre approche, quoi. Ça va plutôt être ça. Mais en tout cas, je le vois déjà dans les retour, c'est peut-être une phrase de politesse, mais quand on voit qu'un éditeur dit merci de votre intérêt pour notre catalogue, au moins je suis pas. Mais je pense pas que ce soit une formule de politesse en fait, parce que souvent en fait les envois des maisons d'édition c'est un petit peu au petit bonheur la chance et on envoie sa bouteille à l'océan, on se dit allez il va revenir avec un message, mais en fait ça les saoule trop je pense de recevoir des dossiers de soumission qui sont pas qualifié dans le sens où ça tape à côté, c'est pas ni le format, ni le genre, ni les valeurs de la maison d'édition et du coup en fait ça rentrera jamais dans leur catalogue et donc ça les saoule même d'ouvrir l'enveloppe quoi. On leur a fait perdre du temps quoi. Ouais, on leur fait perdre du temps. Donc vraiment la première reco moi je dirais c'est qualifier les maisons d'édition quoi. C'est un vrai boulot en fait de faire ce travail-là. Aussi gros que de faire son dossier d'édition, enfin de présentation en fait, parce que quand c'est un truc bien défini, je sais pas, genre un livre illustration jeunesse, machin, et encore je me dis que même là-dedans en fait il doit y avoir aussi des spécificités, mais je trouve que c'est un vrai travail. Moi, je sais que quand j'ai dû le faire, ça a été hyper compliqué pour moi de bien définir lesquels pouvaient convenir pour mon projet. Enfin, c'est une vraie question, quoi. C'est un vrai problème, je trouve. Ouais, et surtout, en fait, je pense parce que on se lance un peu la fleur au fusil, trop heureux de faire ça, trop heureuse en l'occurrence de donner vie à ces histoires qui nous tiennent à cœur, et voilà. Et en fait, on se retrouve un peu devant le mur des maisons d'édition françaises qui sont quand même très nombreuses, et on n'avait pas anticipé qu'en fait ça allait nous prendre un minima 2 semaines de qualifier toutes les maisons d'édition qui allaient vraiment être intéressantes. Mais après, plus vous ferez des dossiers de soumission, plus vous saurez à qui vous devez les envoyer. Donc c'est comme tout, hein, on apprend avec l'expérience. Mais surtout, ne négligez pas le fait qu'il faut qualifier en fait les maisons d'édition et que ça prend du temps. Amen. Là-dessus, pourquoi je dis amen? Pas du tout catholique. Bref, c'est un petit cliché. Donc, on parle de analyser les lignes éditoriales et les soumissions précédentes. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire, Sonia. Merci beaucoup. On est tellement connectés, c'est magique. En point 2, j'avais mis un peu les éléments primordiaux à mettre dans le dossier et j'avais commencé par le pitch. Vous mettez systématiquement un pitch dans vos dossiers? J'entends plus ce mot. Oui. Ah oui. Un pitch, c'est le résumé, pour ceux qui savent pas, le résumé de l'histoire en
300 caractères, je crois que c'est ça. Donc c'est 3 phrases, quoi. Et c'est comme si vous expliquiez l'histoire à quelqu'un que vous connaissiez pas, un peu comme le pitch elevator avec les entrepreneurs. Là, le temps en fait de monter 4-5 étages dans un ascenseur, en fait, c'est le temps qu'on a pour expliquer l'histoire. Donc vraiment, il faut quelque chose d'assez accrocheur. En 3 lignes, en fait, la personne qui va lire, elle va déjà être accrochée. C'est le hook, l'hameçon. C'est souvent le truc le plus dur à faire, genre vraiment être synthétique sur des idées qui sont rarement simples. Enfin, on arrive rarement avec des histoires qu'on peut résumer en 3 lignes, et du coup, c'est très dur d'abandonner des thématiques ou des passages très importants de notre projet. Oui. Mais en même temps, c'est vrai que il faut le seul truc, si on a un truc à retenir de ces étapes-là de soumission de projet, c'est qu'en fait, ils n'ont pas le temps. Donc, il faut vraiment que ça soit captivant à l'œil avec de la typo assez grosse, des mots bien mis en valeur, bien en gras, etc. Et que ça évite. Et je sais que moi, je me suis souvent proposé, parce que ça m'intéresse et que c'est chouette de pouvoir le faire, de relire des dossiers de personnes. Et c'est toujours très difficile de leur faire entendre qu'il faut enlever des pages, enlever des mots, beaucoup. Et moi-même, j'ai vraiment du mal à le faire, parce que j'ai envie de dire aux éditeurs, je te jure que chaque ligne, elle est importante pour que tu comprennes vraiment l'essence de ce projet. Mais ça peut venir dans un second temps, un deuxième rendez-vous, voilà. Sachant que si un éditeur lit votre dossier, lui, dans tous les cas, il va devoir le pitcher en encore moins de mots à l'équipe directive. Donc, facilitez-lui la tâche en lui donnant déjà les 2-3 lignes qu'il va devoir lui réciter après pour convaincre les plus hauts chefs, etc., de vous éditer. Et encore, moi, du coup, le pitch, c'est pour moi le premier élément qui vient dans le dossier de soumission, le premier élément que l'éditeur ou l'éditrice va lire. Mais c'est pas obligatoirement le premier truc qu'on va écrire. C'est peut-être le dernier truc qu'on va écrire. Et moi, derrière, même, je mets la prémisse. Donc, vraiment, c'est l'histoire en une phrase. Au cas où vraiment, en fait, l'éditeur ou l'éditrice n'a vraiment pas le temps, je fais l'exercice, en fait, de faire une prémisse. Et donc, vraiment, la prémisse, c'est l'événement qui va déclencher l'action principale avec une indication sur le personnage principal et une indication sur le dénouement. Voilà. C'est tout. Et puis finalement, déjà d'une part, l'exercice du pitch, même pour soi-même, il est hyper intéressant à faire, parce que c'est une fois que tu as comment je résume en une phrase, donc qu'on le fasse ou pas. Et ce que tu dis de la prémisse, alors je sais pas si ça s'apparente à ça, mais moi je me suis retrouvée au moment d'envoyer mes mails aux maisons d'édition, à devoir justement dans ce mail, parce que ça, je crois que c'est important, de dire bonjour, je vous envoie ça. Et en fait, en une phrase, tu dis pas je vous envoie mon dossier. En fait, déjà dans le mail, en une phrase, tu vas micro-pitcher aussi ton projet. Et c'est un exercice. Donc, je pense que si tu as déjà fait le pitch, ce sera déjà d'autant plus facile au moment. Ah ouais, la prémisse, elle sert à plein d'endroits. Carrément, dans le mail, c'est une super idée. Ouais. Et, du coup, juste refais ma petite équation. Prenez des notes. Un événement qui déclenche l'action plus une indication sur le personnage principal plus une indication sur le dénouement. Voilà. C'est tout. On s'arrête là. Et du coup, ça c'est vachement intéressant. Donc, on a la première partie, le pitch, la prémisse. Moi, j'aime bien, moi j'ai marqué ça, mais j'ai pas du tout parole d'évangile, mais j'aime bien mettre les promesses et les problèmes que vont proposer l'histoire. Je sais pas si vous faites ça. Non. Que t'entends par promesse? Eh ben, je te promets, c'est un peu la promesse que tu fais au futur lecteur, donc l'éditeur. Dans mon histoire, il y aura de la sororité, il y aura de l'amour, il y aura de la vengeance, une quête, et donc, ça c'est plutôt les problèmes, mais aussi s'il y a de la vengeance ou la perte de sa sœur. Tu vois, on est sur un peu les plot twists, les gros trucs dans les histoires, les gros événements en fait que tu peux retrouver dans ton histoire. Et ben moi je les mets mais vraiment en bullet point quoi. Dans mon histoire, je vous promets tel type d'événement que je catégorie en promesse et tel type d'événement que je catégorie en problème. J'en fais pas des tonnes, hein. J'en mets 3-4. C'est juste pour en fait là je t'en donne un tout petit peu plus mais pas trop quoi, tu vois. Ok. Ça te fait marrer, Fanny?
Non, non, pas du tout. Mais parce que toi, je sais que, en fait, quand tu fais tes trucs, t'as fait des choses dans tes dossiers ou dans ta façon d'écrire, etc., que je trouve très inspirante et tout ça, parce que tu vas toujours plus loin encore. Et moi, je trouve que, tu vois, quand tu disais tout à l'heure la question, est-ce que c'est important de faire un dossier et tout, moi, j'avais envie déjà de commencer à répondre par, en fait, un dossier d'édition, c'est chouette de le faire pour soi déjà, parce que ça te permet de savoir où tu vas aller avec ton histoire. Et ça, tu vois, je l'ai vraiment vu avec toi, ta façon de travailler, parce que ta façon de construire tes dossiers et tes histoires, tu traces quelque chose immédiatement, dès le départ. Alors que moi, j'avais tendance à me lancer dans des projets en me disant, j'ai une thématique, j'ai des personnages, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Est-ce que toi, éditeur, tu veux venir avec moi et on va le découvrir ensemble? Et aujourd'hui, je ne ferai plus jamais mes dossiers de la même façon. Maintenant, je serais incapable de faire un dossier sans me servir notamment, c'était quoi déjà? C'était Miro? Non, c'était quoi déjà le... Tu sais, Ah oui, l'outil, ouais, Miro, ouais, c'est ça. Miro, ouais, donc ça c'est un outil que Violette m'avait suggéré où en fait tu avais fait bien avant de soumettre ton dossier d'édition déjà toute une timeline de tout ce qui allait se passer et j'avais trouvé ça formidable et du coup je m'en étais servie et c'est vrai que là en plus je t'entends rajouter c'est un peu ces thématiques, on dirait que tu rajoutes des hashtags à ton dossier, tu sais, hashtag il y aura de la sororité et je trouve que c'est cool, c'est très enfin voilà, je me dis cette vidéo elle sera chouette à écouter pour quelqu'un qui démarre parce qu'il va partir avec encore plus d'infos que nous quand on a commencé et que pour autant on s'est quand même fait éditer. Ouais, et on s'est pris aussi des portes. Ah, ben. Ah oui, ouais, bon, il faut aussi le noter. Merci Fanny en tout cas pour ça, c'est gentil. Mais je pense que c'est pas mal parce qu'en fait, effectivement, ça fera la différence dans un dossier, je pense. La petite liste des promesses et problèmes, moi j'avais noté aussi derrière le lecteur idéal. Et je trouve ça, je sais pas si vous, ça, c'est quelque chose qui vous parle, mais quand on... Oui, si. Ouais, je sais pas comment tu l'interprètes toi, Fanny. Bah, en fait, de deux façons. La première façon, c'est il y a forcément ou une tranche d'âge ou et ben du coup une classe de personnes qui vont être susceptibles de lire ça. Mais je pense qu'il y a aussi aujourd'hui en fait on se rend compte souvent quand on est en salon, en dédicace, dans des gros festivals, que le public il a changé. Et en fait, c'est aussi un grand intérêt d'arriver vers un éditeur en lui disant, moi, j'ai étudié le public que je veux toucher. Et c'est un public qui attend cette thématique-là parce que, et donc là, ça peut être intéressant de se servir ou de ce qui a déjà été fait chez d'autres éditeurs. Donc ça répond à ce que tu disais tout à l'heure, Sonia, sur le côté, tu vas chez une maison d'édition qui a pas forcément sorti le même sujet que celui que tu proposes. Par contre, si ce sujet, il existe ailleurs et qu'il a marché, eh ben, moi, je pensais que quand ça avait été fait une fois, ça suffisait. Mais en fait, pas du tout. Quand ça marche ailleurs, tout le monde a voulu sa version déculottée sous toutes les formes et tout, une fois que Pénélope Bagieux les avait fait. Et aujourd'hui, moi, je vois les choses qui se signent, c'est fatalement les choses qui ont bien marché ailleurs. Et d'ailleurs, moi, j'ai des éditeurs qui viennent me voir pour me demander si je veux bien faire comme ils ont fait machin chez machin. Et du coup, alors ça veut pas dire que en tant que maison d'édition, ils font ça parce qu'économiquement parlant, ils savent qu'ils vont pas se planter parce que si ça a marché ailleurs, ça veut dire que ça pourra marcher chez eux. Mais en tant qu'auteur et autrice, par contre, ne vous sentez pas illégitime d'aller faire des choses qui ont déjà été faites parce que chaque personne a sa propre voix à amener sur des thématiques. Et je sais pas, il y a eu beaucoup de choses autour de l'endométriose à un moment donné. Et en fait, on croit que c'est un sujet à la mode, alors qu'en fait, il n'est pas du tout à la mode. C'est juste qu'enfin, les bouches s'ouvrent. Mais d'ici à ce que toutes les ressources qui existent et qui sont encore pas très nombreuses tombent dans les mains des personnes, autant en fournir encore pour être sûr que au moins l'une d'entre elles tombe entre les mains. Et sachant que si tu fais si tu fais un livre plutôt de sciences sociales ou un peu plus autour de la santé avec que du texte, et ben peut-être que ça va pas intéresser tout le monde. Si tu arrives avec une BD, déjà, tu as peut-être encore plus de chances d'être lu, pas uniquement par les personnes concernées. Et moi, je trouve que les livres, ils doivent venir parler aux personnes concernées pour les rassurer, pour qu'il y ait une forme de... on se sent moins seul quand on vit la même chose que la personne qui a écrit un livre, mais aussi pour ouvrir un peu, du coup,
une ouverture d'esprit pour les personnes qui ne connaissent pas et qui peuvent se faire des idées très, très arrêtées sur certaines maladies, certains modes de vie et tout ça. Et donc, je pense que l'étude du public, elle est intéressante. Encore une fois, je trouve que Violette, elle le fait. Enfin, tu devrais travailler directement en maison d'édition parce qu'eux, ils les font, les études de marché, mais toi, tu leur remâches le travail. Mais du coup, cette étude-là, elle peut être intéressante. Ça peut être une étude de terrain. T'es maman, je sais pas, d'un enfant dyslexique et tu trouves rien qui corresponde aux besoins de ton enfant. Et tu te dis, bah, moi, je vais faire ce truc-là et voilà pourquoi il va être intéressant parce que je suis une personne concernée, je connais des personnes concernées et qu'on n'a pas cette ressource-là. Et moi, je vous la sers sur un plateau. Et voilà. Donc, je pense que, cette étude du public, elle va se faire spontanément si on est concerné ou avec un peu plus d'études, notamment sur les réseaux, parce qu'on voit les posts qui marchent aussi parfois, les thématiques et tout ça. Non, mais simplement les hashtags aussi, hein, le nombre de hashtags. Enfin, nous, on a appelé Endogirls parce qu'on n'a rien inventé. Hein. Ah ouais. Endogirls, c'était le hashtag que les Endogirls utilisaient et qui est utilisé. Enfin, j'ai plus le chiffre, mais il y a plus de 3 millions d'utilisations. Enfin, c'est un truc de fou. Ouais, ça, c'est une bonne étude. Et donc, on s'est dit, en fait, il y a un moment, on va pas réinventer la poudre. Hein. C'est un sujet dont elles parlent, c'est la façon dont elles en parlent, c'est de cette façon-là. Donc, c'est à nous, l'étude du lectorat idéal, il est même allé jusqu'au titre, en fait. Voilà, si vous en parlez de cette façon-là, à aucun moment, on va en parler différemment, quoi. Trop bien. Donc, ça fonctionne. Ça pas mal ce que tu disais, Fanny. Excuse-moi, Violette. Ah non, je t'en prie, vas-y. Ce que tu disais, Fanny, là, sur le côté, le livre a déjà été fait, du coup, je vais pas le faire ou je vais pas le proposer en maison d'édition. Parce que quand j'avais le projet, il y a déjà quelques années, de commencer sur la dépression du postpartum, J'avais l'impression que ça avait déjà été fait. Je me sentais hyper illégitime en me disant mais non mais en fait ça a été fait. En plus à ce moment-là, je crois que c'est Matou qui a sorti un livre. Il y avait Cécilia aussi, même si elle parlait pas forcément de la dépression du postpartum, mais plutôt de la dépression maternelle, burn-out parental, burn-out parental. Mais du coup, je me disais ah mais non mais en fait à côté d'elle, je vais jamais pouvoir. Je me sentais mais tellement pas légitime et puis je me disais mais non mais en fait elles le feront bien mieux, quoi. Alors que ça se trouve, ton récit à toi aurait pu toucher des personnes d'une façon dont ces personnes-là n'auraient pas pu être touchées par le récit des autres parce que voilà, des fois, des choses, t'as beau les entendre plein de fois, ça te parle vaguement, puis un jour, il y a une personne qui utilise les bons mots et là, tu te dis, oh, ça, c'est moi. Et du coup, c'est pas, il faut, même si on est vraiment nombreux et on est aussi nombreux dans le métier, vraiment, moi, je pense que chaque voix compte. C'est tout le monde a sa place. Jack Dawson qui dit ça dans Titanic. Pour que chaque voix compte. Pour que chaque voix compte. On aurait pu dire ça aussi pour les européennes. Pardon. Non, mais j'ai mal cité. En plus, c'est pour que chaque jour compte. Mais bon, c'est tout comme. Et du coup, chaque voix compte. Et vraiment, je pense qu'après, c'est pour ça que c'est bien d'être édité. C'est qu'en fait, l'éditeur, il va être rassuré en disant. Voilà pourquoi ce livre, maintenant il faut sortir. Donc piégez-vous en envoyant les dossiers. Comme ça, si vous vous sentez pas légitime, peut-être que c'est un éditeur qui va venir et qui va vous dire pourquoi c'est légitime de faire ce projet et pourquoi il faut absolument aller jusqu'au bout. Je note l'idée de sujet sur la légitimité. Je pense qu'on pourrait aussi en faire une vidéo. Parce que vraiment, je pense que c'est vraiment un mal. C'est un mal, quoi. La légitimité. Je le note. Carrément. Lâchez pas vos idées. Non. Et même si ça dure 5 ans, je parle en connaissance de cause. Non, mais ça je fait pense 5 pas. ans, c'est sous le coude. Ouais, mais après, il y a des trucs qui sont plus ou moins longs. Enfin, pourquoi pas? Enfin, alors, j'ai plein d'exemples, mais que je connais plus par cœur, mais, je crois qu'Amélie Nothomb, ça a mis des plombs, elle a reçu je sais pas combien de lettres de refus. J'en ai plein des exemples comme ça, mais genre, même, enfin, plein d'auteurs hyper connus. Il faudrait que je les retrouve si je vais par contre, c'est un bon série aussi. C'est un bon test aussi pour voir si ton projet, tu t'y accroches. Même au bout de 5 ans, c'est que c'est un bon projet. Moi, j'ai des projets que j'abandonne 50 projets par an. Et les seuls qui restent, je me dis, ceux-là, s'ils s'accrochent, c'est qu'ils ont vraiment une raison d'exister. Et je me dis, ça fait 5 ans que ce projet, t'as envie de le soumettre. C'est que vraiment, c'est... Voilà. Mais Gaëlle, toi, tu fais partie de ces personnes qui attendent
que tout soit prêt, presque tout soit finalisé avant de proposer un dossier. Et du coup, là, je rempile sur le fait, ne finissez pas vos livres avant de les envoyer à des éditeurs. Ça s'appelle aussi un petit peu de la procrastination peut-être, ou de l'évitement. Ah ben alors peut-être il y a des choses à régler avant de sortir, mais parce que c'est des choses qui touchent à l'intime. Mais par contre, j'insiste vraiment, n'attendez pas que vos projets soient finalisés avant de les envoyer à un éditeur. Ça, c'est pas Les possible. projets BD, quoi. Les projets BD. Ah, mais même un projet jeunesse, hein, parce qu'en fait, en gros, Oui, si tu soumets quelque chose, Mm. si tu soumets quelque chose et que ton éditeur, il n'a pas l'impression qu'il aura la place de le modifier, de le retoucher, de le peaufiner, ça peut être décourageant. Alors, à moins que ton truc soit si parfait et qu'il soit 10 éditeurs à se l'arracher pour pouvoir l'avoir, là, t'inquiète, ils le prendront, ils te demanderont rien du tout. Mais pour le coup, ça, c'est un truc qui est important parce que moi, longtemps, je croyais que c'était ça, qu'il fallait tout finir avant de proposer. Et en fait, non. Parce que l'éditeur, il est content de pouvoir être là et te dire, trop cool, on va avancer ensemble. Moi, j'ai des choses à te soumettre. Eux aussi, ils font une étude de marché pour savoir aussi qu'est-ce qu'ils veulent aller les toucher et du coup, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de rajouter, sous quelle forme, etc. Gaël, moi, je me suis rendu compte que tu vois ce que j'avais commencé à dessiner finalement à aboutir, à bifurquer sur plutôt une forme un peu plus roman. Donc après voilà, ça bouge aussi. Ouais, bah c'est bien, c'est trop bien, ça évolue. C'est ça. C'est ça. Et là, pour le coup, par contre, je pense que si tu envoies un roman qui est pas terminé, ça marchera pas. On a la chance, en fait, en étant autrice et illustratrice, de effectivement pas obligatoirement devoir aboutir les histoires. Ouais, ça dépend des projets, je pense. Mais oui, effectivement. Ouais. Moi, ce que j'ai remarqué quand même, parce que tu vois, au final, je pleurais un peu de me dire, ouais, j'ai mis 1 an à envoyer à monter mon dossier d'édition. Est-ce que ça tient à ma propre exigence? Voilà, à quoi ça tient? Il y a plein de paramètres. Moi, je me dis, je suis contente parce que finalement, aujourd'hui, j'envoie quelque chose de plus mûr que je ne l'aurais fait dans la date que je m'étais donnée, c'est-à-dire il y a 8-10 mois. Et qu'entre-temps, j'ai été toquée à des éditeurs aussi qui m'ont permis d'améliorer mon dossier. Et par contre, dans ce truc de, nous, en tant qu'illustrateurs, on n'a pas besoin de finir tout le dessin, finir tout ça pour envoyer une idée. Par contre, c'est quand même important d'avoir un peu une géographie de notre histoire pour pouvoir le défendre quand même auprès des éditeurs, même s'il n'est pas fait, au moins montrer que dans notre tête, on a déjà du sens parce que, sauf si, Fanny, tu as peut-être eu cette chance-là d'avoir fait tes preuves avec des belles histoires qui font qu'après, des éditeurs ont eu envie de te faire confiance parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils connaissent ton travail et par exemple, tu as une éditrice qui te suit ou alors tu peux dire waouh. Ou alors avoir tout simplement la foi et la persuasion pour que tu puisses dire voilà, j'ai ce projet, je sais pas encore, j'ai pas forcément la fin, mais mon intrigue, elle est d'enfer. Et en effet, il y a des éditeurs qui font ce pari de dire ok, j'ai envie de parier là sur ton histoire et j'y crois et on va le faire ensemble. Mais c'est peut-être pas la majorité des cas. Surtout que moi je me dis si t'es primo auteur et que tu envoies ton premier dossier, si t'as pas justement en fait un minimum de fil dans ton histoire, tu peux pas écrire ton pitch parce que t'as pas ta fin, tu peux pas écrire ta prémisse parce que t'as pas ta fin, tu peux pas écrire ton synopsis. On va revenir, le synopsis c'est vraiment le spoiler de A à Z, tu peux pas l'écrire parce que t'as pas ta fin. Du coup c'est quand même pas mal d'avoir une idée un peu de ce qui va se passer, mais je suis d'accord avec toi, c'est aussi un refus d'obstacle, moi je trouve. Oui, mais c'est pas fini, mais c'est pas parfait, mais c'est pas machin, mais c'est pas bidule, et j'ai pas mis des paillettes partout dans tous les coins, du coup je n'en verrai jamais. Ah non, en fait, c'est pas ça qu'on attend. On attend ce qu'on est en train de vous dire, un pitch, je reprends ma liste, parce que je le connais pas non plus par cœur, un pitch, une prémisse, des promesses et des problèmes, le lecteur idéal, l'action principale, on va passer au synopsis après. Ça, c'est des éléments qui sont impératifs. Et donc, du coup, effectivement, vous devez avoir quand même
une bonne idée de l'histoire que vous allez raconter pour pouvoir produire ces écrits-là pour le dossier de soumission. Vous n'êtes pas obligé d'avoir écrit toute l'histoire. Le synopsis. Je sais pas lequel est le plus facile entre le synopsis et le pitch. Oh. Bon, de toute façon, moi, plus j'ai de place et de place pour mettre des mots et des mots, plus c'est ma zone de confort. Donc, voilà, moi, j'ai envie de dire le synopsis, c'est plus facile. Ok. Pour rappel, le synopsis, alors c'est vraiment le synopsis pour le dossier de soumission. Il y a plusieurs types de synopsis, mais ça, le synopsis sur le dossier de soumission, c'est, je dirais, 1 page et demie. Vous validez? Ouais. 2 pages max. Ou vous faites un spoiler complet de l'histoire, du début à la fin, vous balancez tout, vous dites tout ce qui se passe sur l'intrigue principale et pas obligatoirement sur les intrigues secondaires si vous en avez et que vous faites, j'en sais rien, un récit choral et que vous êtes un ou une grande malade qui prévoyait 40 tomes. Mais ce serait génial. Mais surtout, vous ne bloquez pas. Mais on est sur quand même l'intrigue principale, développée de A à Z sur à peu près 2 pages. Ouais. Si vous avez moyen de faire une frise, ça c'est vraiment top parce que pour le coup c'est tellement lisible. Ta frise, tu mets tes principaux moments un peu d'intrigue et puis en dessous les enjeux qu'il peut y avoir. Enfin, du coup c'est très facile visuellement pour un éditeur de se projeter dans cette timeline et en même temps c'est un bon outil de travail après parce que c'est facile de venir rajouter des passages, ajuster s'il manque des choses parce qu'en fait ça c'est compliqué sur une BD, bon en roman ça doit peut-être encore pire, il peut y avoir des incohérences parce que dans une première version tu as pu écrire des choses avec des personnages et une seconde version arrive, une troisième, une quatrième et tu penses que tu as modifié tous les petits détails et en fait quelques pages avant t'as oublié que t'avais amorcé un truc où il y avait déjà un élément de réponse et tu crois que tu révèles ça plusieurs pages après alors que tu l'as déjà révélé et je pense que les frises te permettent de réajuster tout ça si tu fais ça bien avec plein de couleurs, plein de machins, mais en tout cas je pense que ça peut prendre moins de place. Tu disais 2 pages, Violette, j'ai peur que ça soit un peu long pour un dossier. Par contre ça peut être intéressant. Moi j'avais monté un dossier pour une histoire très compliquée et du coup j'avais vraiment beaucoup développé en me disant ça sera un dossier que j'enverrai en second temps, c'est-à-dire si ce premier dossier vachement court et tout ça plaît, je pourrais prouver que tout est déjà bien réfléchi, bien orchestré et tout avec un dossier plus complet. Et quand tu as déjà des rendez-vous avec des éditeurs, c'est cool que tu arrives avec ce dossier-là parce qu'en plus, ils voient que tu t'es pas juste pris d'une lubie d'écrire 40 tomes. Ne faites pas ça peut-être en premier projet. Non, mais en tout cas, tu as bien construit ton truc assez rapidement, quoi. Ah, Gaëlle, tu dois filer? Donc ça, c'est l'histoire... Ouais, je suis désolée. Non, tu nous avais prévenu en plus. Hein. Ouais, en plus, tu avais prévenu, et puis tu emmènes ton loulou chez le médecin, donc il y a un moment, en fait, il y a des priorités. C'est ça, merci d'avoir C'est les avantages aussi de la vie d'illustrateur. C'est ça, oui. On est pauvres, mais libres. Bisous, Gaëlle. Voilà. Bisous, Gaëlle. Bisous, bonne journée et bonne continuation. Salut. Salut. Et du coup, je reviens là-dessus. Et du coup, c'est cool parce que c'était pour Gaëlle, mais Amélie Nothomb, elle publie son premier roman en 1992, mais c'est le 11e qu'elle écrit. Les autres n'étaient pas suffisamment bons, selon elle. J'en ai plein des exemples comme ça. Donc, ça me passionne. Donc, on a tout dit sur le synopsis, selon moi. La frise, si ça vous intéresse, vous le mettez dans le commentaire et je vous dirai comment faire. Comme ça, je vous force à participer. Ensuite... Peut-être qu'on peut dire quand même que c'est super important pour moi, en tout cas, et c'est ce qu'on m'avait dit, de commencer un dossier. Alors là, on parle vraiment dossier purement illustration, album, BD ou quoi, avec une belle couverture qui ne sera ni avec un titre définitif, donc titre provisoire. Peut-être, parfois, ça reste le titre définitif. Et une belle couverture parce que ça, déjà, c'est une belle petite mise en bouche pour l'éditeur.
Et maintenant, moi, j'ai tendance à, sur cette couverture, déjà annoncer la thématique, enfin le genre. Science-fiction, récit autobiographique, voilà, peu importe. Parce que, en fait, il faut savoir que chaque éditeur dans une maison d'édition accompagne un type spécifique de livre. Et donc, si toi, tu as l'adresse, parce que ça, c'est important, choper des adresses directes d'éditeurs parce que vous aurez 2 fois, 3 fois, 10 fois plus de chances de recevoir une réponse. Mais vous allez peut-être choper des adresses directes de personnes qui ne bossent pas dans le bon pôle, celui que vous visez. C'est-à-dire que ça, on ne le sait pas forcément. On peut tomber sur des adresses d'éditeurs ou d'éditrices et on va proposer un projet, je sais pas, sur la science-fiction, sauf que ça va tomber au pôle parentalité. Et ça, c'est pas mal d'annoncer tout de suite la couleur de la thématique de votre histoire, si c'est pas assez clair sur la couverture ou dans le titre, pour qu'au moins il y ait une chance que cet éditeur-là puisse faire suivre le dossier dans le bon pôle. Donc, je pense que la thématique, le genre en tout cas, peut être annoncé tout de suite sur cette couverture. Ouais, carrément. Je suis carrément d'accord avec toi. Et si l'éditeur justement ou l'éditrice regarde en fait cette couverture-là et que c'est pas au bon pôle, on lui aura fait gagner du temps et donc il sera content. Et donc un éditeur content, c'est bien. Voilà. Totalement. Donc couverture, pitch, prémisse, promesse et problème, lecteur idéal, action principale du héros. C'est pareil, l'action principale du héros, on sait pas trop attarder dessus, mais c'est une phrase. Synopsis, 2-3 pages. Enfin, je sais plus comment tu m'as dit, Fanny, du coup, je suis en train de chercher avec le temps. Non, ça, je sais pas. C'est juste que moi, je trouve que au plus court, c'est. En fait, je pense qu'il faut vraiment aller au plus simple. Répondez aux questions qui, quand, quoi, où. Et déjà, ça permettra vraiment à la personne qui va lire votre dossier de comprendre de quoi il retourne. En fait, je pense que c'est ça. C'était Sophie Lambda qui a une super vidéo aussi pour la création de dossier d'édition qui disait répondez à ces questions qui, quoi, quand, où. Et du coup, ça en dit. De toute façon, rien que le où, si on parle d'une époque, le quand, le où, pardon, géographiquement, le quand, selon une époque, etc. Déjà, c'est des questions qui peuvent être un petit peu étayées. Et je pense que c'est vraiment peut-être la ligne directrice la plus facile à suivre. Ouais, moi j'ai le CQQ, c'est occupé, l'acronyme. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet acronyme-là. Non. C'est un moyen mnémotechnique. CQQ, c'est occupé, donc c'est combien, comment, où, pourquoi, qui, quand et quoi. Ok, très bien. Ça pourrait être le titre de cette vidéo, je pense. CQQ, c'est occupé, ouais. Ça parlera au matheux, je pense, ou au marketo, mais CQQ. Et vous tapez CQQ, c'est occupé sur Google, vous verrez, c'est une méthode qui existe. C'est pas sorti de ma tête. Je vous promets, ça existe. Synopsis, note d'intention. Qu'est-ce que c'est que la note d'intention? C'est écrit. Et moi, je trouve que c'est presque ça le plus dur. Ouais, mais c'est essentiel. Ouais, qu'est-ce que c'est selon toi, Sonia? La note d'intention, c'est le pourquoi je fais ce livre, pourquoi je vous demande de l'éditer, pourquoi je veux qu'il existe, qu'est-ce que j'y défends, parce que qu'est-ce qui est s'il y a message ou pas, mais bon, ouais, c'est un peu les tripes de l'histoire, quoi. Et aussi, mais ça, Violette, c'est toi qui m'as aiguillée là-dessus, et j'aurais pas forcément pensé à le faire. Il y a une partie de la note d'intention où il y a un pré-mâchage du travail de l'éditeur qui est est-ce que j'ai fait ma petite étude de marché sur est-ce que cette histoire, en ce moment, est-ce qu'elle tombe bien, est-ce qu'il y a un lectorat pour toute cette question du lecteur idéal, peut-être que c'est aussi dans la note d'intention qu'elle peut se trouver. Ouais, je sais pas si tu fais ça, toi, Fanny, mais moi, du coup, je fais une analyse de enfin, c'est à ce moment-là aussi que je mets mon analyse de marché avec des références d'inspiration et de positionnement existants, donc sur les BD existantes, hein, bien sûr, mais aussi, je vais aller viser plus large, je vais aller voir dans tous les secteurs, sur les réseaux sociaux, dans la musique, pourquoi pas dans l'art culinaire, s'il y a un lien à faire, dans la politique, bien évidemment, pourquoi pas mettre des coupures d'articles, des références d'articles sur la thématique principale qui est développée pour montrer qu'en fait c'est pas un sujet sorti du chapeau ou effectivement d'une histoire personnelle, mais aussi un sujet éventuellement de société et qui va réappuyer un petit coup sur le lecteur idéal au cas où l'éditeur ou l'éditrice l'aurait oublié. Ça c'est bien. Et il y a un truc aussi,
c'est placer, alors si vous avez fait d'autres livres avant, c'est situer ce livre dans votre œuvre globale, c'est-à-dire en quoi il s'inscrit dans votre œuvre globale. Et il peut s'inscrire aussi d'une façon, comme une coupure hein, aussi. Ça peut être un souhait de rompre totalement avec les thématiques qu'on avait abordées jusque-là. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment réussi à faire du lien entre tous mes livres. Même si parfois j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas tant, et en fait il y a toujours un fil conducteur, et je pense que de toute façon on peut pas trahir ça. Quand on est artiste en général, on est animé par quelque chose, et ce qui nous anime souvent c'est quelque chose qu'on a. Enfin, pour tenir longtemps, c'est si long de faire des livres. On peut pas tenir si c'est pas quelque chose qui vient un petit peu à la fois des tripes et qui est purement authentique dans la démarche. On peut pas juste aller vers une thématique parce qu'on se dit ça marche bien chez les autres, c'est un peu un sujet à la mode. Si c'est pas quelque chose qui nous touche, et même j'ai envie d'aller plus loin, mais là je suis un petit peu peut-être que parfois je suis un peu radicale sur ce plan-là, mais il me semble que c'est important de parler de choses qu'on connaît. Et on peut les connaître parce qu'on prend des témoignages. On peut les connaître parce qu'on travaille dans un milieu en particulier, mais je trouve ça trop risqué d'inventer des histoires qu'on n'a jamais effleurées, ni en les ayant traversées nous-mêmes, ni en ayant pris l'histoire de personnes concernées. Je trouve que c'est beaucoup trop risqué. Donc fatalement, quand on écrit et qu'on illustre quelque chose, eh ben on est bien pris dedans et c'est facile de le justifier au sein de son travail. Ça peut être, moi je parlais de l'œuvre globale littéraire qu'on a fait, mais ça peut être aussi dans notre carrière professionnelle. Ça peut être, moi par exemple, j'étais travailleuse sociale. Mon premier livre, j'ai dû le justifier en expliquant que ça avait un lien entre à la fois la maternité qui s'était installée dans ma vie et mon ancien travail d'accompagnement d'enfants porteurs de handicap. Et donc voilà, quand je disais dans l'œuvre globale, ça peut être l'œuvre globale, ça peut être votre vie en fait, tout simplement. Donc je pense que en tout cas ça c'était un point. C'est aussi un point qu'on nous demande quand on veut faire des dossiers pour des bourses. Quand tu fais un dossier pour une bourse, pour un livre que tu fais, et ben souvent on te demande de l'inscrire dans ta bibliographie générale. Et ça, c'est dans la note d'intention, ça. La forme de lettre de motivation un peu pour essayer d'obtenir ces bourses. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça me fait, c'est carrément mon job du jour, tu vois. L'échéance étant dans 2 jours, donc je suis carrément. Alors, au revoir Violette, il est temps de se mettre. J'ai hâte de me coucher à 3h du matin. Et je suis d'accord avec toi et je rebondis. Moi, je suis sur un livre là que j'ai signé, j'en ai parlé en début, mais je suis sur l'écriture d'un scénar et le lien que je fais, c'est sur donc c'est une histoire de 4 générations. Moi, je ne fais des livres que sur la santé des femmes pour l'instant, et donc c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et donc il y a ce lien avec ma bibliographie ancienne. Et derrière ça, la thématique principale du livre, c'est sur fond de danse et de danse professionnelle contemporaine. Et donc pour ce scénario-là, en fait, moi, je suis accompagnée par une troupe de femmes danseuses contemporaines qui lisent et qui valident en fait toutes mes inventions et mon scénario en fait, de façon à ce que je sois vraiment ancrée. Enfin, moi, c'était hyper important que je sois ancrée dans la réalité du terrain, et donc ça, je l'ai mis dans mon dossier en fait. J'ai présenté la troupe, j'ai dit qu'elle suivait mon livre, et enfin, voilà. Donc, c'est comme un peu un argument aussi en disant, ben, j'y viens pas juste avec mon cerveau qui effectivement fonctionne plutôt bien, mais je viens aussi avec d'autres cerveaux qui fonctionnent encore mieux et qui sont spécialistes de leur propre sujet, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, c'est toujours des arguments à mettre en avant. Vient ensuite la biographie, donc ma vie, mon œuvre. Ah ouais, alors moi ça je le mets vraiment à la toute fin. En fait avant, moi je fais petite fiche personnage. Ah oui. Donc tu peux présenter tes personnages et déjà esthétiquement tu sais faire ces trucs un peu de chara design, etc. Présenter un peu leurs traits de caractère, de personnalité et tout. Ça c'est un peu le truc, généralement c'est le truc qu'on préfère faire parce que c'est là où t'inventes. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool de faire ça. C'est plaisir. Ouais. Tu leur choisis un peu les habits qui porteront pendant 17 tomes. Et qui vont convaincre l'éditeur. Exactement. Mais oui, moi, la bio, je la mets vraiment tout à la fin, une fois qu'on a présenté les pages de BD, les planches de recherche et tout ça, ouais. Planches caractère, enfin, les planches des personnages principaux. Des planches propres.
deux, trois planches BD, BD nickel, de scènes qui sont hyper parlantes par rapport au ton de l'ensemble de l'histoire et qui sont peut-être un peu des éléments ou qui vont planter un décor ou qui vont plonger l'éditeur ou l'éditrice dans un élément hyper fort de l'histoire qui vont dire des planches d'action en général, c'est ce qui est demandé, c'est des planches d'action. Donc après, ça peut être une planche un peu contemplative, etc., ou un peu plus lente, mais je sais qu'il faut proposer des planches d'action pour qu'on voit aussi toute la capacité de l'auteur à raconter aussi ces moments-là. Donc choisir des moments très différents dans l'histoire. Scénariser, quoi. Ouais. Parce que là, on arrive vraiment dans l'art de la scénarisation. Comment est-ce que je vais embarquer sur une planche, en fait, sans avoir l'histoire? Est-ce que je vais lui donner envie d'aller voir autre chose, quoi? Et en vrai, si vous avez déjà captivé l'intérêt d'un éditeur sur la thématique, le synopsis, la couverture, vous n'avez pas besoin de faire 15 planches BD. Parce que des éditeurs disent on veut 15 planches au propre. Non. Mensonge. C'est vraiment exagéré. Et en fait, vous pouvez en faire même qu'une, bien impec. Et après, derrière, faites des planches storyboard quand même. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Ou vous pouvez en faire une finalisée, une juste ancrage, une croquis et puis une storyboard. Comme ça, vous montrez vraiment toutes les étapes sur différents passages. Mais je pense qu'il faut vraiment pas se mettre... Sachant que l'éditeur va peut-être passer en disant, alors nous, on fait que de la bichromie. Donc, ça veut dire que là, tes planches full couleur, et ça sera pas possible. Nous, en fait, ce découpage-là, il va pas du tout. Donc, faut tout reprendre. Donc, si tu as fait 15 planches BD... tu vas te flageller. Ouais, carrément. Moi, j'en mets 2-3. C'est trop bien, hein. 2-3, je pense que c'est... L'idéal, ce serait ça, ouais, je pense. Ouais. Donc, fiche personnage, planche BD, biographie et planche univers aussi, ça peut être sympa. Genre si on a un univers, si on est dans l'espace ou si c'est dans la neige, ou enfin tu vois, oui, je pense. ça peut être ça peut être sympa. Selon l'histoire que tu fais, quoi. Juste, je préfère redire, mais quand je disais 2-3 planches, je pense que c'est bien en finaliser. Mais je pense que c'est important d'en mettre beaucoup, au moins 5 en comptant les planches un peu plus croquis, tout ça. Oui, mais c'est 3 finalisés. Ouais. Je pense que c'est avec en plus ou pas des planches storyboardées si vous en avez, quoi. Et voilà. Et pour moi, ça se termine là. Enfin, moi, je mets rien d'autre. ma biographie, ma bibliographie, et puis voilà, quoi. Mais le contact. Le contact bien visible à la fin du dossier, quand même, quoi. Ouais. Et doublé dans le mail, mais c'est vrai que... Et si vous avez un nom de réseau, parce que aussi, mine de rien, les éditeurs, dans le contact, si vous avez une page Insta ou Cara ou un truc, un réseau que vous avez envie de partager à l'éditeur pour qu'il aille vous voir aussi, ils sont assez curieux. Et un truc qu'on n'aime pas trop, enfin moi que je déteste, en fait, le nombre d'abonnés. Hein. Moi, c'est un truc qui m'insupporte. D'ailleurs, je déteste quand on le met dans ma fiche, dans les comment ça s'appelle, les trucs de presse là, les dossiers de presse. De presse. Et où en gros titre c'est l'instagrammeuse autant d'abonnés. Je trouve que vraiment c'est détestable, mais la vérité c'est que ça joue vraiment son poids dans les dossiers d'édition. C'est triste à mourir, mais c'est une réalité et c'est un des trucs à mettre le plus en valeur. Donc, Et pourquoi ça joue? Alors, parce que pour parler un peu de ce principe-là, les maisons d'édition sont des entreprises qui ont des charges à payer, hein, n'oublions pas. Donc, l'objectif, c'est aussi qu'ils vendent des livres et qu'ils rendent de l'argent pour payer leurs charges. Si vous leur assurez derrière que vous avez quand même fait un travail sur les réseaux sociaux qui sont quand même compliqués à passer à côté en tant qu'auteur aujourd'hui, moi, je vous le conseille vivement. Ça veut dire que vous avez déjà commencé en fait à travailler sur des éventuels lecteurs et des éventuels acheteurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà un travail de communication qui a déjà été fait et qui sera plus facile à mettre en place au moment où le livre sortira. Ouais. Il y aura déjà des relais sur les réseaux personnels, donc c'est quand même un argument de vente assez fort.
Je pense que le nombre d'abonnés en dit long sur le travail qui a été fait en amont par la personne pour rassembler une communauté autour d'une thématique, etc. Ce qui m'insupporte, moi, c'est que parfois des éditeurs vont se baser uniquement sur ça pour faire confiance à un auteur sans même vérifier si sa prose, son dessin, etc. Tiennent le coup dans un bouquin. Et voilà, c'est plutôt ça que je déplore. Mais par contre, je minimise pas le fait que du coup sur les réseaux sociaux quand tu as développé une communauté autour d'une thématique, je comprends que ça puisse vraiment être un argument pour les éditeurs. Et là on dirait que je fais la grosse rageuse en mode ça me saoule et tout, mais je suis plutôt concernée par les personnes qui ont des abonnés et qui aimeraient être associées à autre chose qu'une influenceuse des réseaux. Et c'est pour ça que ça m'énerve un peu sur les dossiers de presse quand on met ça en avant plutôt que de dire c'est comme une thématique qui pourrait un peu changer la vie des femmes. Oui, c'est ça. Et puis en plus, moi, j'aime pas trop le mot influenceur parce que jusqu'à preuve du contraire, on vend pas des montres ou des crèmes. On est des créateurs de contenu et c'est un job en fait. Donc juste, on est créatrice de contenu, point. On n'est pas influenceur. On n'influence personne, en fait. Les gens, ils sont libres d'utiliser ou pas leur carte bleue. Hein. On leur les force pas à la mettre dans le terminal. Voilà. Sinon, on serait milliardaire et on ferait pas des vidéos de promotion de nos dernières sorties. Cela dit, en passant, c'est très agréable de discuter avec vous. Est-ce que vous avez je voulais finir sur les erreurs les plus fréquentes et comment les éviter, mais comme je les ai pas, j'ai pas réfléchi. Est-ce que vous en avez une qui vous revient comme ça? Pas forcément les erreurs. Moi, sinon, j'aurais eu un petit aparté auquel je pense et qui, en tout cas, moi, m'a apporté. Quand on parle de... Fanny, tu as évoqué le fait que dans l'idéal, c'est pas mal d'avoir des adresses d'éditeurs pour quand on envoie son dossier, plutôt que de passer toujours par le site et où après c'est dispatché. Comment on les a, ces adresses d'éditeurs, quand on n'a pas forcément plein de gens qui peuvent vous filer votre carnet d'adresses? Et ben, c'est d'aller sur les festivals, si vous en avez, et au culot, et en même temps, ce sera un très bon test pour pitcher votre histoire. Et pour allez-y avec le pitch. Allez-y avec le pitch. Mais c'est un très, très bon test personnel pour se dire, OK, est-ce que j'arrive à parler de mon histoire déjà? Et puis, allez déjà, vous pourrez rencontrer des éditeurs en vrai. Vous pourrez avoir potentiellement aussi des retours si vous avez votre dossier sous le bras. C'est un peu une épreuve, mais quand on ose le faire, ça paye. Parce que quand vous recontactez, et là je parle en tout état de cause, même si c'était une réponse négative, par exemple, l'autre jour, j'ai eu une réponse d'un éditeur que j'ai rencontré sur un festival. Déjà, il a été d'un super accueil sur le festival. Il m'a fait déjà des retours où je me suis dit, ah ok, en fait, moi, je vais pas l'envoyer. Là, je vais retourner chez moi, je vais bosser. Et j'ai rebossé. Et 6 mois plus tard, ce qui est quand même assez long, je lui ai envoyé un mail en lui rappelant le contexte de notre rencontre, etc. Et il s'est souvenu et il a constaté les améliorations qu'il y avait. Et je me suis dit, en fait, grâce à ces différents éditeurs ou éditrices que j'ai rencontrés sur le festival, je pense que je me suis évité des gamelles ou des pré-gamelles. Voilà. Ouais, ou un silence radio décourageant. Ou un silence radio, mais en tout cas, même s'ils me disaient, même s'ils me disaient là, j'ai pas le temps, ils peuvent te filer leur carte. Et dans tous les cas, ils prendront le temps et ils pourront avoir souvenir de toi. Donc c'est. Et puis il y a des très très belles histoires sur les festivals. Il y a eu à Quai des Bulles, à Saint-Malo, il y a quand même une personne qui était avec nous qui a quasiment signé sur un stand BD son projet. Donc c'est vraiment possible. Et en deuxième recours, parce que vous n'avez pas forcément toujours moyen d'aller directement sur les festivals, les gros festivals, parce qu'il faut savoir que les petits festivals régionaux, il n'y a pas d'éditeurs. C'est des auteurs qui sont là, ils peuvent pas malheureusement pas vous aider. Mais les gros festivals, on peut pas toujours s'y rendre. Et donc, du coup, alors là, c'est un conseil un petit peu de forceur et de forceuse. Vous allez sur LinkedIn, vous cherchez les éditeurs, vous rentrez en contact avec eux et vous leur dites, est-ce que je peux avoir votre mail direct? Et comme ça, du coup, voilà, vous aurez un mail direct et vous ne tomberez pas dans les mains d'électorats qui peuvent être parfois, qui sont obligés vraiment de comment dire, alléger ces piles de dossiers à lire et du coup parfois c'est un peu plus bâclé, ça le sera moins si vous tombez en direct, donc je pense que quand on croit dans son projet, il faut pas avoir peur d'aller embêter quelqu'un directement.
Ouais, mais juste vous dites pas que vous venez de notre part, quoi. C'est- Oui, je viens de la part de Fanny Vella qui m'a conseillé de vous écrire. De voir ce lait sur LinkedIn. Elle a dit de Ouais, c'est surtout ça. rien lâcher. Du coup, je lâche rien. Et après, tu vas te retrouver avec plein de mails genre, bon Fanny, on a dû changer toutes nos adresses pro. Oups. Mais non, bah, de toute façon, il y a un moment, vous croyez à votre projet, il faut y aller, quoi. Ça tombera pas tout seul. Donc, faut Bah oui. y Il n'y a, aller. y a rien à perdre, quoi. De toute façon, Exactement. il y a toutes les C'est chances de clair. son côté. On a fini, Et mesdames. par mail, pas, n'envoyez pas en courrier vos dossiers. Bah, sauf les maisons qui Envoyez les par mail. exigent. Il y a des maisons qui les exigent, hein, Ah ouais, ça existe encore? Ouais, ça existe Ouais. encore. Ouais. Bah, Ouais. punaise. Ouais, faut vérifier dans les conditions. Ouais, ça existe encore. Donc, ça Ok. dépend du genre dans lequel t'écris, encore une fois, mais il y a des maisons, et puis c'est à tes frais, quoi. Ok. Voilà. Bon, c'est un autre sujet. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Donc, si vous avez un dernier truc à ajouter, mesdames, allez-y. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça trop cool de vous parler de cette première édition de Illustration sans filtre. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Vous venez nous chercher sur les réseaux sociaux. Vous venez nous poser des questions. Ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Et puis, on va essayer de se retrouver régulièrement. Donc, j'avance rien parce qu'on a des plannings de fou et qu'on est toutes mères de famille, donc on fait bien ce qu'on peut. Et puis, c'est les vacances d'été qui arrivent, donc c'est même pas comme si on allait se retrouver. Les filles, elles commencent leur premier épisode juste avant les vacances, tu vois, histoire de vraiment pas se parler avant septembre. Mais c'est quand même très drôle. J'ai trouvé ça très cool et j'ai appris des trucs, donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt et une très belle fin de journée. Bye bye les filles.